Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Talk CEC. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un nouveau duo très intéressant. Arnaud Deballe est artiste peintre et illustrateur bruxellois et Frédéric Klett, astronome à l'Observatoire royal de Belgique où il est spécialisé sur la physique solaire et la relation soleil-terre. Nos deux invités du jour ont collaboré sur une fresque murale pour l'exposition Mer et Océan qui, pour rappel, se tiendra jusqu'au 25 juin à Talk CEC. Bonjour Arnaud, bonjour Frédéric. Bonjour Benjamin. Alors merci d'être avec nous pour ce podcast. Comme je disais en introduction, vous avez donc travaillé ensemble pour l'exposition Mer et Océan. Alors pourquoi parler de soleil dans une expo sur les mers et océans ? On imagine assez bien que sans le soleil, il n'y aurait pas d'eau liquide et du coup pas de vie. Et donc le soleil a un rôle essentiel à la vie sur Terre. Est-ce que c'est juste ? Oui, le soleil, en fait, est l'élément principal dans le monde qui nous entoure, qui permet notre existence. À la fois, l'émergence de la vie qui a mené jusqu'à nous, et même actuellement, au quotidien, s'il n'y avait pas le soleil, la température moyenne sur Terre serait moins de 200 degrés ou quelque chose comme ça. Donc, un monde inerte, figé, obscur. Et ce que je trouve amusant dans cette collaboration, c'est que le mot soleil évoque quelque chose de complètement différent pour un artiste par rapport au scientifique qui a lui tout l'aspect physique, l'aspect astronomie, etc. Comment est-ce que vous avez combiné vos différents points de vue pour cette collaboration ? Alors moi, je vais commencer par une anecdote, c'est que je m'étais préparé pour l'expo, avant de savoir que j'allais avoir une rencontre avec un scientifique. Je m'étais préparé dans le sujet des abysses et des créatures qui vivent au fond de l'océan où il n'y a pas un pet de lumière. Donc le jour où on m'a dit tu auras donc la chance de collaborer avec un scientifique qui est donc Frédéric. D'accord. Et que j'ai pensé sur le soleil, je suis un peu tombé des nues et ça m'a bien déstabilisé parce que j'avais déjà une toile prévue pour l'expo qui était vraiment autour de ce sujet. Et donc, j'ai rebondi comme il fallait pour essayer de reproduire sur mur les infos qui allaient m'être transmises par Frédéric. Ouais. Donc, je ne le soupçonnais pas, mais je t'ai véritablement apporté la lumière, alors. Littéralement. Ouais, littéralement, parce que la pieuvre la pieuvre de verre qui est sur toile actuellement, Ouais. elle vit entre 90 et 800 mètres de profondeur. Ouais. Donc, Je crois que j'étais parti dans le sombre. je crois que dès que tu es à plus de 50 mètres ou quoi, il n'y a quasi plus de lumière, déjà. Mais pour reprendre la question, en fait, heureusement, le soleil est tellement étroitement lié à notre vie tous les jours sur Terre. C'est en fait l'objet qui est le plus lié à notre quotidien. D'une certaine manière, ça aide à cette proximité, vu que c'est pas comme beaucoup d'objets dans le reste de l'univers, des choses lointaines qu'on voit dans le passé et qui nous apprennent des choses sur nos origines lointaines. Non, le soleil, quand il sort une éruption ou quelque chose comme ça, les échelles de temps, avant que ce soit ressenti sur Terre, ça se chiffre en des secondes jusqu'à quelques jours, mais c'est vraiment immédiat, quoi. J'ai bien retenu que c'était plus ou moins 7 minutes entre le soleil et les rayons qui nous arrivent sur Terre. Oui, à la vitesse de la lumière, c'est 8 minutes 19 secondes. Merci pour la précision. Mais d'une certaine manière, on ne s'en rend pas compte, vu que on ne peut pas voir quelque chose de plus proche dans le temps que ça.
Et donc, effectivement, et ça, c'est dans ta fresque, tu inclus ces messagers venant du soleil. Et la lumière, c'est la première vague. Des C'est un bon rayonnements, mot quoi. à utiliser pour Pour, une pour les expo meilleurs sur les océans. océans. La première vague, c'est les photons, qui sont dans le cas du soleil, plutôt dans l'ultraviolet, les rayons X, etc. Et puis, les particules, là, c'est au bout de quelques minutes, une sorte de deuxième vague qui peut être très dangereuse pour les satellites, etc., les astronautes. Puis, il y a vraiment une troisième vague où là, c'est une grande masse de particules qui se détache au moment d'une éruption solaire et qui va mettre de 1 à 3 jours pour arriver à la Terre et provoque alors les tempêtes géomagnétiques et les aurores, qui est vraiment la manifestation la plus anciennement connue de ce lien entre le Soleil et la Terre, quoi. Le fait que le Soleil, c'est pas seulement la boule là-bas, là-haut, dans le ciel, loin, mais que nous sommes vraiment englobés dans ce flux continu de particules. Et donc, ça fait que cette compréhension des liens entre humains et le Soleil a commencé il y a bien longtemps. Le Soleil a eu toujours sa place dans les mythes humains, etc., Exactement, quoi. oui. Ouais. Après, la difficulté, c'était de le lier avec le sujet C'est de ça que j'allais dire, l'exposition. ouais. Tu vois, vraiment le soleil, l'océan. Ah ouais, d'accord. Comment faire en sorte que les deux se marient et s'équilibrent sur une illustration qui sera reproduite sur un support mural de cette expo, quoi. Donc, Et du coup, comment vous avez fait? on a fait 3 séances de Ouais. discussion. Et c'était pas des séances de discussion d'une demi-heure, non, on était autour de 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois un peu plus. On prenait notre temps, c'était une matinée où on discutait. Personnellement, après une séance et demie, j'étais encore dans confusion, comment mettre Ouais. tout ça en place. Il y a un élément qui nous a un peu aidé, qui a débloqué les choses. Bah, c'était un symbole aussi mondial et exemplaire qui est devenu si connu, c'est le yin et yang, qui est vraiment la balance entre le côté positif et négatif. C'est vraiment ça qu'on a voulu transmettre dans cette image. Ouais. Et qu'il y avait un côté pratique, c'est que ce symbole-là est rond, comme le soleil. Rond aussi comme le soleil, oui. Effectivement, à un moment, on était un peu angoissé de se Ouais. dire par quel bout prendre Ouais, c'est cet ça. écheveau, quoi. Mais il y a... Et puis, justement, il y a eu, parce que j'ai évoqué cet aspect-là, que le soleil, depuis les origines, est source de tous les bienfaits sur Terre, quoi. C'est rien que du positif, quoi, le soleil. Et qu'il y a justement une évolution qui est toute récente, c'est notre génération, quoi, que à travers les technologies, à travers la problématique du climat, en fait, par notre transformation du monde, aussi le changement de notre relation par rapport au monde naturel, nous créons nous-mêmes une menace pour l'avenir de l'humanité. Et du coup, on a collé sur le soleil un aspect négatif menaçant, mais que nous avons entièrement construit. Et ça, c'est vraiment un élément nouveau qui est important de communiquer, parce que, bon, ce qui est nécessaire maintenant, c'est que nos sociétés prennent conscience de ça et agissent pour ne plus continuer sur une voie qui est destructrice. Mhm. Et ça, c'est le moment où ça nous a débloqué. Ouais, moi, dans la première réunion, on a listé énormément de sujets différents sur la problématique climat, soleil, mer, etc. Et cet aspect que l'homme, depuis quelques générations, 1 ou 2 générations, prend le soleil comme une menace alors que c'est le bienfaiteur qui nous a tout donné. D'ailleurs, ça se vérifie dans les mythes, etc. Mhm. Mais c'était un des sujets qui m'a interpellé, qui me dit, tiens, ça, j'ai envie de le développer. Après, c'était comment le développer, parce que ça implique beaucoup de facteurs. C'est-à-dire
régularité de rayonnement, sa régularité depuis des centaines d'années, des milliers et des milliards d'années du Soleil, et le fait qu'on change tout depuis une centaine d'années. Et du coup, quel est l'aspect négatif du Soleil dans cette phrase, vu qu'il y a le yin et le yang, quel est du coup l'aspect... Moi, je dirais c'est l'aspect négatif que les humains ont actuellement, c'est le Soleil il chauffe de plus en plus, les réchauffements climatiques, etc. Ça change il fait de plus en plus chaud, mais c'est pas le Soleil qui chauffe plus, c'est le dérèglement de notre activité prolifique depuis des années qui ne s'arrête jamais, et qui fait que il fait plus chaud, mais le Soleil est la même. Il n'a pas changé, N'a donc, pas changé, donc il me semble, ce côté-là qu'on voulait montrer. Et il y a une autre menace, c'est vraiment dans les scénarios un peu catastrophes, etc. Et quand on gratte là-dedans, il y a pas mal de gens qui attendent cette épée de Damoclès qui nous tombe dessus, c'est qu'il y a une énorme activité du Soleil plutôt magnétique qui arrive jusque nous et qui peut déstabiliser totalement notre système électrique, technologique, bancaire, etc., avec une mise à zéro de notre système informatique. Et ça, ça c'est quelque chose que... occidentale. Voilà, civilisation occidentale, un gros, je dirais, blackout dû à un gros P magnétique du Soleil qui pourrait éventuellement nous arriver. Mais ça, je laisse Frédéric parler de ça. C'est vraiment un risque systémique qui est totalement nouveau. Et c'est pour ça aussi qu'il est tellement important qu'il y ait une prise de conscience de ça. Parce que donc le Soleil a toujours produit ses éruptions, ça produit les belles aurores boréales et tout ça. C'était juste un spectacle, mais le monde non technologique ou avec des technologies de base, des câblés, le téléphone qui est branché dans le mur avec des câbles souterrains, etc., n'était pas très affecté. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur quelques décennies, surtout les 2 dernières décennies, on a généralisé des systèmes qui se basent sur les ondes radio, qui se basent sur l'électricité, etc., ce qui nous a mis en dépendance totale. Parce que c'est devenu central, il n'y a pas de mode de fonctionnement alternatif. Et ça a pu se faire parce que, si le Soleil fait des éruptions un peu tous les jours, mais la plupart petites, on peut comparer ça au volcanisme terrestre où il y a toujours des volcans qui crachotent à gauche et à droite quelque part sur Terre, mais ça tue personne, etc. Mais tous les quelques siècles, il y a tout à coup une énorme éruption. Il y a, évidemment, tout le monde connaît Pompéi, Herculanum, qui a été d'un coup enseveli complètement sous les cendres du Vésuve. Et ces risques beaucoup plus importants sont beaucoup plus écartés dans le temps. Et le Soleil lui-même aussi, il produit de temps en temps des méga-éruptions et peut produire des éruptions qui n'ont même pas été observées depuis qu'il y a des instruments pour les observer. Et donc, la dernière fois que ça s'est produit, c'est évidemment dans un contexte où il n'y avait pas du tout toutes les technologies, toute la dépendance à l'électricité actuelle. Et donc, il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de mémoire de ça. Et donc, tout s'est développé, toutes ces technologies qui nous entourent sont développées dans l'ignorance totale de ce risque, comme si ça n'existait pas. Or, ça peut nous tomber dessus dans une semaine ou dans 10 ans. Mais c'est un risque réel. Et de même qu'une super éruption comme Pompéi, etc., les dégâts seraient vraiment globaux. Ce n'est pas quelque chose local qu'on répare en une semaine, mais ça peut en fait mener à presque un effondrement de civilisation. Ce que j'avais retenu aussi de nos discussions, c'est le fait que, on parle d'énergie solaire, et clairement, s'il y avait plus de développement autour de ça, il y a des possibilités pour de l'énergie sans fin, on va dire. Mais il y a aussi le fait que le soleil, ce sont les marées, la lune est
D'accord, on est d'accord que la Ouais. Lune influence les marées, mais que le Soleil était influencé tout en les marées de la mer, etc. Le vent, le cycle de l'eau. Donc, toutes ces énergies vertes, comme ils essaient, c'est clairement grâce au Tout dépend du Soleil. Tout soleil. est Ouais, parce qu'on lié. l'oublie, quand les gens on parle énergie renouvelable et tout ça, c'est les panneaux solaires et tout ça. Et les gens n'associent pas le fait que quasi toutes les formes d'énergie naturelle, en fait, sont des conversions de l'énergie solaire par des canaux détournés, ce qui d'ailleurs a un avantage, parce que si on ne dépendait que de la lumière du soleil, problème, la nuit, pas de lumière, donc Mhm. aucune énergie. Mais bon, comme vous savez comme moi que les rivières ne s'arrêtent pas de couler pendant la nuit. Le vent peut être là quand il n'y a absolument pas de soleil. Et la biomasse, par exemple, bon, ben, les plantes croissent par la photosynthèse et ça, elles accumulent ça sur des mois. Et puis quand on récolte, on récupère cette énergie qui est la somme de ce qui a été accumulé sur des mois, quoi. Et donc, ça doit nous amener à une vision multi-énergie, en fait. Que si on pense uniquement à une forme, on se trouve face à des limitations parce que c'est intermittent, etc. Tandis que si on regarde plus globalement et que le soleil nous apporte des choses, mais par une diversité de canaux, ben, si on veut se mettre en phase, il faut penser diversité. Et peut-être une autre chose à réapprendre que pratiquaient nos ancêtres, parce que finalement, les moulins à vent Mhm. exploitaient déjà cette énergie, les moulins à eau dans les rivières. Donc, bon, on peut le faire d'une manière beaucoup plus moderne et optimale et efficace actuellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ben, le meunier, il faisait son grain les jours où il y avait Du vent. du vent, et puis les autres jours, on passait à autre chose. Il s'occupait de les mettre en sac ou de les vendre. Et ça, c'est aussi une chose sans doute aussi qu'on doit penser au niveau de notre rapport à l'énergie, c'est de se dire, plutôt que d'être dans la logique des 150 dernières années, ah, on a tel besoin d'énergie et donc instantanément, on a besoin, il faut tirer l'énergie, même si on épuise un filon et tout ça, mais il faut boucher les trous. Alors qu'en fait, on peut être beaucoup plus efficace et être alors dans un mode de fonctionnement qui n'implique pas l'épuisement, simplement en modulant nos besoins, en se disant, bon, si à certains moments il y a un peu moins d'énergie, eh ben, les choses pour lesquelles on consomme, eh ben, on les reporte à plus tard. Mhm. Ouais, très intéressant. Vous avez essayé de représenter toute la complexité du soleil sur cette fresque. Quel est le message que vous espérez faire passer aux gens? Il, y a, il introduit une symétrie et des oppositions qui sont articulées un peu dans cette opposition fondamentale du yin et du yang, mais bon, qu'il a étendu au-delà de ça, quoi, par une structure dans des diagonales, hein, vu qu'on a 4 secteurs, quoi. Je dirais il y a une diagonale vraiment solaire et une diagonale qui évoque plus les retombées terrestres. Et donc, ça se répond déjà de ce côté-là. Et par rapport à l'aspect médian, il y a le fait que la partie basse qui part de cette lumière dont tu as évoqué, que c'est cet apport très stable du soleil, et c'est cet apport vital, en fait, du soleil, qu'il y a cet aspect stabilité, régularité, etc., qui est vraiment traduite dans la structure. Et avec ce répondant, hein, je me souviens quand on a réfléchi comment aussi mettre les océans Oui, dans clairement, c'était difficile. la thématique, quoi. Et avec ce répondant entre ondes lumineuses, hein, vu que la lumière, Mhm. c'est des ondes, et puis les ondes marines, mais régulières, disons, la mer calme, quoi. Et puis l'autre partie, alors que la base est calme, il y a cet aspect agité,
menaçant et avec d'un côté le soleil et toute son activité, ses structures magnétiques, etc., vu que c'est les champs magnétiques qui sont le réservoir d'énergie qui accélère les particules, qui échauffent jusqu'à des millions de degrés et produisent les rayons X et UV qui ont cet impact sur la Terre, quoi. Et aussi un ciel agité, etc., qui traduit cet aspect, comme on appelle ça, en fait, techniquement, tempête géomagnétique. Évidemment, ça concerne le champ magnétique terrestre, hein, qui forme une sorte de bulle autour de la Terre, qui agit un peu comme un bouclier, mais un bouclier qui a des failles et qui, justement, se brise au moment de l'arrivée de ces bourrasques solaires. En tant qu'illustrateur, depuis des années, j'ai l'habitude et c'est mon quotidien de répondre à des défis créatifs en voyant une personne qui veut traduire son envie dans une image. Donc, ça m'arrive tout le temps de devoir faire cette gymnastique entre les informations retenues et ce qui doit être reproduit en image et que ce soit facile de compréhension pour un public qui n'est pas au courant. Et il y a le fait aussi j'ai l'habitude de ne pas faire des choses simples. Je ne sais pas créer quelque chose de simple, d'épuré et conceptuel comme c'est la tendance actuelle dans l'art. J'ai déjà essayé et je me remarque que je reviens toujours à vouloir rajouter des choses, des informations et de condenser autant au niveau graphique que des idées. Je crois qu'au niveau de la complexité du sujet Là, et ma façon de faire, ça a créé cette symbiose aussi. Là, tu étais probablement très satisfait vu la complexité du sujet. Satisfait et bien déstabilisé, comme je vous l'ai dit au début, c'était pas du tout mon idée de base, mais voilà. Enfin, maintenant, tu as retrouvé tes marques oui. du sujet. Oui, c'était vraiment juste un début plus difficile, plus déstabilisant, c'est juste ça. Hein. Ouais. C'est ça, hein, les choses simples ne sont jamais... Enfin, les choses importantes ne sont jamais simples, comme des fois, je ne sais plus qui a dit, mais je retiens souvent ça dans ma tête. Les choses importantes, donc, sont jamais simples. Et du coup, j'ai une question que je me demandais, c'est, Frédéric, est-ce que avec cette expérience, tu penses que c'est une bonne méthode, une nouvelle méthode de communication scientifique qui pourrait être utilisée à l'avenir pour aborder des sujets scientifiques, mais sous un média plus artistique? C'est ce qui me motive, en fait, parce que, justement, il y a ce constat de cette sorte de divorce entre l'humanité et le monde qui l'entoure, avec des menaces très directes et la nécessité d'agir. Et s'il y a 10 ou 20 ans, il y avait encore un débat sur la biodiversité, le climat, etc., est-ce que c'est en fait pas finalement dû à un facteur naturel qui se serait passé de toute façon et que c'est vraiment l'homme qui agit, etc. Maintenant, bon, à la fois, nous sommes dedans, hein, il y a des inondations, des ouragans, on voit les effets, c'est plus qu'il y a un doute. Scientifiquement et au niveau de la société alors, parce que l'action, c'est de ce côté-là que ça va venir, que ça doit venir, c'est les pouvoirs aussi, les dirigeants, etc. Au stade actuel, en fait, il y a maintenant plus vraiment débat. À peu près tout le monde est conscient et d'accord de dire qu'on a vraiment un problème et que donc il faut agir. Mais tout le monde semble être stupéfié, figé. Et ça fait... Il y a un nouveau rapport du GIEC là, qui vient de sortir. Et les gens remarquent qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, de commentaires autour. Parce que le constat, c'est que depuis la COP à Paris, où il y avait toute une série d'engagements pris, peu de choses de ça a été réalisé sur déjà plusieurs années, quoi. Alors qu'il faut y aller à un rythme soutenu. Et donc, beaucoup de gens, j'ai vu dans les sciences humaines, se disent que le problème se situe maintenant plus du côté de l'humain, qu'il y a
cette tendance humaine à se réfugier dans ce qui est déjà connu dans le passé. Mhm. Parce que ça, au moins, c'est connu, tandis que changer, c'est aller vers quelque chose, évidemment, où on va devoir découvrir ce que ça donne et s'adapter au fur et à mesure. Et il semble que humainement, beaucoup de gens ont ce blocage psychologique et préfèrent même Peur de une très l'inconnu. mauvaise réalité maintenant, mais au moins connue, plutôt que quelque chose qui pourrait être meilleur. Et alors aussi de peupler ce futur en montrant justement comment, en fonctionnant autrement, en fait, on peut aller vers un monde où les gens pourraient vivre beaucoup mieux, avec moins de risques d'être victimes de catastrophes, de faire face à des épidémies et des choses comme ça. Du coup, ça se joue plus au niveau de la psychologie, de la sensibilité et tout ça. Et quel vecteur existe pour transmettre ce message qui alors va plutôt toucher les gens via le canal de sensibilité, vu que expliquer les faits, mais que de le comprendre rationnellement n'aide pas à se dire il faut que je change, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que des démarches comme justement ce partenariat avec des artistes pour finalement faire passer le même message. Et je pense que le faire ressentir peut aider les gens qui rationnellement ne vont pas réagir à... Émotionnellement, on pourrait se connecter Oui. à une œuvre d'art. Mhm. Oui, au message qui est transmis, mais par un canal émotionnel, quoi. Toute la charge n'est pas sur l'artiste, mais notamment à travers la création. Ça, aller face à une œuvre, ça appelle à éveiller l'imagination chez la personne qui est face à l'œuvre, quoi. Ouais, Que, bien que sûr. justement, ça appelle par l'abstraction, par le côté esthétique, quoi, à ce que les gens éveillent leur imagination, qui est justement une faculté humaine qui est nécessaire pour se projeter vers quelque chose qui n'existe pas encore, que les gens ne font pas encore et tout ça. Donc, ça, je dois dire, cet aspect imagination, création est sans doute quelque chose qui rapproche les chercheurs des artistes et facilite sans doute justement une communication. C'est par le fait que quand on est des explorateurs, les chercheurs, on doit aller mettre les pieds sur un territoire où personne n'a jamais été. Et donc, on a besoin de cet état d'esprit, de ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. Parce qu'évidemment, pour comprendre ce qu'on va trouver sur son chemin, arriver à une découverte, arriver à élucider comment fonctionne le soleil ou une éruption solaire, etc., il faut justement pouvoir imaginer, tiens, de quel outil j'ai besoin, quelle technique, instrument, méthode mathématique, etc., va me permettre d'explorer ça. Et c'est là où il faut justement exercer son imagination, sa créativité, parce qu'évidemment, c'est faire quelque chose que personne n'est arrivé à faire avant, quoi. Bah, c'est aussi le défi de l'artiste. Ouais. Pour être retenu, il faut avoir fait quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui n'a pas encore été exploité. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien entre ton travail et mon travail. C'est pour qu'on retienne notre recherche, bah, il faut qu'elle soit novatrice. Ouais. Avec peut-être un but similaire, c'est que nous, on a là comme contrainte évidemment, on doit rechercher la vérité du monde. Et peut-être qu'on pourrait dire que les artistes recherchent la vérité de l'humain. Je crois que ça peut être un très bon mot de fin. Ça peut être un très beau mot de fin, c'est magnifique. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Eh bien, merci Arnaud, merci Frédéric pour ce podcast. C'était très intéressant. On en a appris beaucoup de choses sur le soleil et la collaboration artiste et scientifique. Et je vous dis à bientôt. J'invite bien sûr les auditeurs à venir voir cette magnifique fresque lors de l'exposition qui donc prendra fin le 25 juin ici à Talks CEC. Merci à toi. Merci et profitez bien du soleil.